pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de scaler au quotidien et de doubler le volume tous les mois avec la même équipe, par exemple. Alors bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Experts Marketplace, pendant lequel on a le plaisir d'accueillir Adrien Courbon, qui est cofondateur de Spotted. Bonjour Adrien. Bonjour Alexandre. Voilà, donc Spotted, Adrien va nous redire un mot sur Spotted, mais c'est un modèle intéressant de marketplace qui met en relation des commerçants, donc de centre-ville, qui vont pouvoir, grâce à Spotted, avoir accès à des marques de toute nature, mais à des marques de créateurs, à des marques branchées, via donc une expérience utilisateur qui est donc fluide, efficace, et qui s'appuie sur un modèle marketplace. Donc, tu vas nous en dire plus, Adrien. Donc, on va organiser cette interview en 4 temps. Premier temps, on va reparler effectivement un peu de Spotted pour que Adrien nous donne aussi quelques chiffres, son positionnement, etc. On parlera, comme on le fait toujours dans le podcast, après, plus du point de vue des marques, quel est leur parcours d'onboarding sur la plateforme, qu'est-ce qu'elles vont y chercher comme valeur, etc., qu'est-ce qu'elles y apportent comme valeur. Après, on se placera du côté plutôt des acheteurs, qui sont les boutiques dont je parlais, et on dira un mot aussi sur les transactions, parce que c'est toujours important, c'est le nerf de la guerre quand même, à un moment, comment effectivement sont collectés les fonds, comment ils sont redonnés après aux vendeurs, comment sont gérées les commissions, etc. Voilà, ça intéresse nos auditeurs. Alors, donc, on commence. Merci Adrien. Spotted, tu peux nous rappeler en chiffres ce qu'est Spotted et surtout le positionnement de Spotted? Eh bien, avec plaisir, Alexandre. Spotted, j'ai déposé les statuts en mars 2019, donc il y a presque 2 ans maintenant. On a fait une première levée de fonds en janvier dernier. On est aujourd'hui 18 personnes autour de 3 équipes, des commerciaux, les opérations et puis la tech. On intervient en effet dans le marché du retail et notamment du retail indépendant. Depuis le déconfinement, donc depuis juin, globalement, on double de volume passé sur la transaction, sur la plateforme tous les mois et on double logiquement nos revenus tous les mois post-Covid. D'accord. Donc, c'est une belle croissance, et dans un contexte, comme on en a parlé, toi et moi, pour préparer le podcast, Covid qui a été à la fois compliqué, mais également une opportunité, parce que tu m'expliquais qu'au sorti, après la fin du confinement, vous aviez quand même retrouvé des chemins très forts de croissance. Oui, on avait eu une approche très conservateur de la potentielle croissance après le confinement et finalement, on s'est aperçu qu'on est d'ailleurs en train de retrouver les chiffres et les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, malgré ces 3 mois d'arrêt, sachant que nous, on est vraiment passé à 0 commande du 13 mars au quasiment fin mai. Bon, c'est voilà des bonnes nouvelles. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses expliquer aussi aux auditeurs la proposition de valeur de Spotted, sous l'angle suivant, c'est que qu'est-ce que en fait tu as apporté justement à ces détaillants, à ces boutiques de centre-ville, par rapport à ce qu'ils étaient obligés de faire avant pour accéder à ces marques. Voilà, tu nous expliques. Euh, donc on nous considère comme une place de marché B2B. En réalité, finalement, on accompagne la digitalisation de la relation entre une marque et un magasin. Quand on s'est lancé avec Augustin, on est 3 associés, Augustin, Grégory et moi. Quand on s'est lancé en 2019, on connaissait pas bien le secteur du retail et le secteur des marques. Et du coup, on est allé sur la route et on a fait du porte-à-porte auprès des magasins pour essayer de comprendre comment fonctionnait un magasin de quartier et comment fonctionnait une marque. Et on a découvert des pratiques qui étaient très étonnantes pour nous personnes vivant dans le monde digital. C'est-à-dire qu'on a découvert des commandes qui passaient par fax. On a découvert que la plupart des commandes qui étaient faites par un magasin auprès d'une marque était un tableur Excel, soit rempli manuellement, soit imprimé, puis écrit manuellement avec un stylo, puis envoyé par la poste. Donc, c'est des pratiques qu'on a découvertes et on s'est vraiment dit qu'il y avait un sujet sur comment accompagner la digitalisation de la prise de commande et de la relation entre une marque et un magasin un peu partout en Europe. Effectivement, ça c'est très intéressant parce que
ce qu'on observe avec aussi d'autres intervenants là, dans le podcast, c'est que c'est ce côté effectivement transformation digitale que le modèle marketplace permet d'inscrire dans les faits, parce que la marketplace devient finalement le système d'information que n'a pas le retailer. En fait. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant de ce que tu as apporté, enfin ce que vous avez apporté avec Spotted. Donc, toi, tu as constaté ce pain point en allant sur le terrain, mais qu'est-ce qui vous a amené avec tes associés aussi à aller vers cette proposition de valeur? Alors, il y a la proposition de valeur de digitalisation. On a réalisé qu'il y avait un certain nombre de frictions qui se faisaient entre la marque et le magasin. On en parlera peut-être après, mais typiquement, on a réalisé que le paiement et le recouvrement des factures était un sujet qui était plutôt délicat entre les deux parties. Et on a voulu essayer de le résoudre en proposant une solution de financement de manière un peu automatique qui était normalement réservée plutôt à des gros acteurs sur des grosses commandes, et on l'a adapté au milieu du retail indépendant et aux petites boutiques du centre-ville. Et justement, ce que tu as observé dans les pratiques qui existaient, tu parles de pratiques qui étaient finalement voilà, de passer des commandes par fax ou de faire du Excel. Tu as observé aussi, j'imagine, que finalement, et c'est l'apport aussi, je pense, de votre solution, un commerçant qui doit faire plusieurs commandes, finalement, il doit le faire dans un monde traditionnel suivant les canaux de commande, les méthodologies de commande de ses fournisseurs. Là, vous apportez une expérience unique finalement au sein d'une même plateforme. Ouais, exactement. Nous, notre marché, globalement, on estime à 450 000 magasins en Europe. On va de la librairie de quartier, en passant par le magasin de jouets. On pense bien sûr au concept store, je ne sais pas, par exemple, Flux Brooks. à Paris et un de nos clients, mais notre cœur de sujet, c'est plutôt le petit magasin de quartier, c'est la pharmacie du centre-ville, c'est le site e-commerce qui se développe. C'est l'ensemble de ces acteurs-là, on sait qu'ils commandent en moyenne 50 à 60 marques différentes pour chacune de leurs structures. Donc, ça veut dire 50 à 60 manières différentes de commander. Certains ont des bons de commande spécifiques, d'autres, il faut se connecter sur un site internet particulier. Des autres encore, c'est uniquement avec un agent. Et puis les derniers, c'est uniquement par téléphone. Et en effet, nous, notre proposition de valeur, c'est de regrouper l'ensemble de ces commandes sous une seule plateforme. Donc vous êtes bien dans un modèle économique de marketplace, c'est-à-dire que vous allez finalement mettre en relation des marques avec ces boutiques dont tu parles. Vous allez donc prendre une commission sur la transaction. C'est bien le modèle qui est mis en place. Ouais, voilà, ça, cette fois-ci, on n'a rien révolutionné. D'ailleurs, c'était le modèle historique, c'est-à-dire que quand on reprend comment se fournissait un magasin avant, il attendait ou il appelait un agent d'une marque. Et l'agent de la marque présentait une marque ou des marques d'ailleurs. Et cet agent se faisait rémunérer par la marque en prenant une commission. Finalement, nous, on fait exactement la même chose, mais sous un format digital. Ouais, donc cet agent, ça c'est aussi intéressant en termes d'innovation. Finalement, on n'introduit pas vraiment un nouveau modèle, mais avec le digital, on lui donne un effet caisse de résonance. C'est un modèle qui s'exécute de manière bien plus puissante. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y avait déjà cet agent physique et finalement vous allez digitaliser. D'accord. Ouais, mais on les accompagne. D'ailleurs, on travaille avec un certain nombre d'agents. Nous, notre objectif à court et moyen terme, à court terme, c'est de donner des moyens aux commerces de proximité dans leur transformation digitale par exemple, de la digitalisation de la prise de commande assez basique. Mais demain, c'est de fournir de la donnée sur la fréquence des réassorts, pousser un réassort au bon moment sur des bons produits ou sur des nouveautés spécifiques, permettre à la marque d'avoir ces données-là au niveau macro sur l'ensemble des magasins. Donc, le but est à la fois de digitaliser cette partie-là qui existe déjà et qui est un métier historique, et d'aller un peu plus loin grâce à la digitalisation. Donc ça veut dire que là, il y a une donnée aussi finalement CRM et que tu vas en fait finalement apporter sous forme d'un service demain à tes clients. Exactement. Mais Exactement. donc ça, c'est plutôt des éléments qui vont venir enrichir votre offre, qui vont venir s'ajouter aussi aux fonctionnalités de la plateforme. Ouais, et pour ce qui est amusant, parce que je l'avais pas envisagé comme ça au départ, c'est que la première personne qu'on a embauchée,
a été dédiée à 100% de son temps sur la gestion des données, l'organisation des données, la gestion du CRM, la mise en place du CRM. Et elle est toujours à plein temps. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui épaulée d'une stagiaire. Donc, sur une petite équipe comme la nôtre, on a une personne qui est dédiée à 100% de son temps sur ce sujet-là. D'accord. Donc, et ça, c'est déjà des données que vous commencez à partager avec vos clients, des données que Exactement. vous collectez, d'accord, sur le CRM. Ok. Très, très intéressant. Sur le plan technique, enfin, sans rentrer dans la technique, vous avez développé, vous, votre solution custom. Vous êtes appuyé sur des frameworks marketplace pour Ah vous. ouais, en effet, c'est toujours la question dans nos types de cas. On a beaucoup hésité à soit utiliser un Wizardplace, un Miracle ou d'autres sur le marché, soit développer notre propre techno. Euh, et finalement, on a développé notre propre techno de A à Z. On s'est aidé au départ bien sur la partie front euh, par un Shopify simplement pour gérer la partie visible du site. Ouais. Mais tout le reste était la gestion des produits, la gestion des commandes, la gestion des transactions, etc. est géré par un outil maison. Et c'est principalement expliqué par les spécificités assez fortes qu'on a sur notre secteur. D'accord. Bah, et ça, c'est toujours une question que se posent tous les gens qui se lancent ou qui se développent. Bon, il y a un moment, il faut aussi essayer d'internaliser ses actifs, même si bah, on peut pas, il faut se concentrer aussi sur là où on est bon et là où on apporte de la valeur. Donc, je pense que effectivement, c'est clair, on comprend bien la proposition de valeur, hein. Bravo encore pour le chemin parcouru en si peu de temps. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse, Adrien, donc un peu plus aux marques. Alors, ces marques, en fait, quand on va sur votre site, et on en voit plein, et d'ailleurs, ça donne envie d'aller les découvrir dans les boutiques de nos quartiers. Mais comment vous les sélectionnez, vous les sourcez, etc. Voilà, Alors, nous, on a une approche qui, pour l'instant, est gagnante, qui n'est pas d'aller chercher un nombre de marques très significatif. Je vois certains de nos concurrents ont 2000, 3000, 5000, 10 000 marques sur la plateforme, mais plutôt de sélectionner les marques qui sont pertinentes pour nous. L'identification des marques et finalement faire rentrer une marque sur notre type de plateforme, c'est assez facile. Les marques sont visibles sur Instagram, sur Feu les salons, mais en tout cas jusqu'à janvier dernier sur les salons de Maison et Objets, sur les salons de Nuremberg, sur les différents salons qui peuvent exister en France et à l'étranger. On peut identifier aussi les marques dans les magasins avec lesquels on travaille. Donc finalement, le sujet, c'est vraiment pas le nombre de marques sur la plateforme, mais plutôt comment on sélectionne les marques. Et alors, c'est toujours le sujet d'une marketplace, c'est d'essayer de trouver le juste équilibre de marques qui fonctionnent bien et du nombre de marques pour avoir un effet réseau suffisamment important. Mais aujourd'hui, finalement, si je veux résumer comment on sélectionne notre marque, on ne fait pas la course au nombre de marques, mais plutôt la course aux marques fortes et qui vont nous générer du volume sur notre plateforme. d'accord. Donc, ces marques, enfin, finalement, tu as une logique aussi de catalogue, comme dans toute marketplace, c'est que tu vas pouvoir proposer des univers. Donc, qui pilote ça dans votre équipe, en fait? Il y a Donc, on a l'auteur une du catalogue ou le... Ouais, on a une équipe qui est composée dans l'occurrence de deux personnes et qui est dirigée par Sarah, qui est là pour sélectionner les marques et pour faire un assortiment de marques qui soit intéressante pour les magasins. Je vais prendre l'exemple de l'enfance. Dans l'univers de l'enfance, on doit avoir 70 ou 75 marques. Euh, mais c'est 75 marques avec lesquelles on travaille au quotidien et avec lesquelles on fait des ventes au quotidien. D'accord. Ouais, donc, t'as pas de marque dormante, quoi. Tu n'as que des marques actives. On essaye d'éviter le 80-20 où on a 20% de nos marques qui font 80% de notre volume. Aujourd'hui, on essaye d'avoir quelque chose D'accord. Ouais, ce qui est aussi intéressant, même en termes de risque, hein, c'est de diminuer les risques et pas être en adhérence avec seulement quelques acteurs qui vont un peu t'imposer leurs règles. Et du coup, donc ces marques, j'imagine que, enfin, il y en a aussi certaines qui, notamment, enfin, tu parlais tout à l'heure de Shopify, donc il y a eu beaucoup de communication pendant le confinement sur
de la part de Shopify qui expliquait qu'ils avaient effectivement énormément de commerçants qui les avaient sollicités pour lancer leur propre offre sur Shopify. Donc ça, comment tu rentres en... Vous apportez bien sûr une autre valeur, mais j'imagine qu'il y a des marques qui ont déjà des sites e-commerce. Comment vous faites pour travailler avec ces marques? Alors nous, on travaille peu avec des marques de créateurs purs. On travaille déjà avec des marques qui sont implantées, qui existent et qui sont implantées dans des magasins. Donc elles ont en effet toutes déjà des sites e-commerce. Elles ont déjà, très, très grande majorité d'entre elles, une part significative de ventes qui se font en direct en B2C via des sites e-commerce ou des places de marché B2C en l'occurrence. Mais nous, on s'intègre vraiment avec ces marques-là sur le développement de ventes B2B en France et à l'étranger. D'accord, d'accord. Mais est-ce que vous allez jusqu'à envisager de leur proposer demain d'ouvrir un shop-in-shop sur la plateforme Non, non, non. Euh, pour votre démarche? non, non, non. On reste sur notre cœur de métier qui est la, la digitalisation et la génération de commandes B2B pour nos marques. Et on n'ira pas au-delà. D'accord. Alors donc les marques, hein, si on revient pour faire de la pédagogie sur le modèle, parce que c'est le but de ce podcast Marketplace, ce sont les vendeurs hein, sur ta plateforme. Donc ces marques, comment, donc une fois on a vu hein, comment tu construis un catalogue, comment tu les choisis en essayant aussi de ne pas avoir voilà, enfin, une marque qui fait 80% des ventes, mais d'en avoir plutôt un portefeuille assez bien distribué. Une fois que tu les as choisis, comment faut combien de temps pour être onboardé sur la plateforme? Bon, ça dépend principalement de la marque, mais globalement, ça va de quelques heures à quelques jours. Jusqu'à aujourd'hui, on n'impose pas sur la récupération des documents, des informations de produits, des photos des produits, etc. On n'impose pas de formalisme particulier. Et on a un petit algorithme, enfin, en tout cas un petit outil chez nous qui nous permet de mettre en ligne l'ensemble de ces données-là de manière facile et rapide. Alors dans les sujets d'onboarding, il y a toujours effectivement il y a les sujets, les données catalogue, les données donc du produit, etc. Puis il y a les données aussi liées donc au KYC de la marque, au KYB, au business. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un pain point, qui est bien géré donc, Alors, le 10 de la société qui va s'enregistrer sur votre plateforme, etc. Les pièces d'identité des dirigeants. ouais, bénéficiaire effectif. Voilà, ça suffit. C'est un terme que j'ai découvert il y a un an et demi. Donc, c'est un sujet assez classique pour les marketplaces. Oui. C'est un sujet qui est très regardé chez nous parce qu'on a là à la fois notre partenaire de paiement et de capture de paiement Stripe qui regarde ces pièces-là. Et puis, comme on fait financer l'ensemble des transactions qui passent sur notre plateforme via notre partenaire FinexCap, on a finalement un double check de nos partenaires sur les pièces qu'on récupère de la part des marques. Mais c'est vous qui les collectez en front, puisque c'est vous qui avez le premier contact avec. Exactement, c'est nous qui les collectons. Néanmoins, je pense qu'on a la chance d'arriver sur un marché qui commence à être éduqué et mature. C'est-à-dire que les marques ont déjà l'habitude de fournir ce type de documents quand ils s'intègrent sur des marketplaces. Ils ont plus l'habitude de s'intégrer sur des marketplaces B2C. Oui. Et on leur demande ces documents-là. Donc, finalement, ça devient quelque chose de classique pour eux. D'accord. Ok. Ces marques, donc, finalement, tu as parlé de ta proposition de valeur, etc. Mais comment aussi, finalement, tu leur garantis de l'audience, en fait, le fait qu'ils vont pouvoir finalement vendre leurs produits? Alors là, c'est tout notre expertise interne. On fait tout pour, quand une marque est sur notre plateforme, pour lui générer des ventes. Et c'est comme ça que je les séduis et c'est comme ça que je les fidélise. Donc, on suit avec eux au quotidien, mensuellement, l'ensemble des ventes qu'on a générées, l'ouverture de nouveaux magasins, le volume d'affaires qu'on a pu générer, le nombre de
de magasins qui étaient déjà clients chez eux, qui ont pu faire passer des commandes, le suivi du panier moyen, etc. Et donc, c'est des sujets ça c'est plutôt quelque chose d'interne, mais qu'on suit au quotidien et propose même à des marques qu'on n'arrive pas à vendre de faire sortir la marque au bout de quelques mois. D'accord, intéressant. Donc, en fait, tu as vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez construit un back-office, alors qui me semble quand même assez puissant, là, où tu peux suivre tout ça, quoi. C'est-à-dire que tu as le suivi de l'ensemble Ouais, des ventes qui sont des points de vente activés, D'accord. Ok. et on s'adapte à la marque, qui est, je pense, une de nos particularités, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de marketplaces qui imposent, par exemple, des minimums de commandes ou des conditions particulières. Nous, à part le délai des 60 jours qu'on propose au magasin, où on paye tout de suite la marque, on s'adapte aux conditions générales de la marque. Donc, si elle a, je ne sais pas, un minimum de commandes ou des colisages particuliers sur des produits ou sur des marques ou sur des types de produits, et ben on l'applique. Et c'est notamment pour ça qu'on a développé notre propre techno, parce que du coup, on a une techno qui permet de faire des choses quasiment sur mesure pour nos marques. D'accord. Alors, il y a un sujet qui est compliqué pour les marques. Alors, vous êtes une marketplace et vous n'avez pas intégré encore, ce sera peut-être un jour le cas, un service de fulfillment ou un service logistique. Donc, la logistique, elle est à la main en fait des marques. Vous Elle intervenez. est, elle est aujourd'hui à la main des marques. Elle sera demain, enfin demain, c'est Ouais, dans les prochaines semaines. On proposera un service, en tout cas une solution pour pouvoir utiliser un prestataire logistique qui est proposé par notre plateforme. d'accord, ok. Et ce ne Très bien. sera pas obligatoire. Non, non, ce ne sera pas obligatoire, mais en tout cas, il y aura une possibilité, d'accord. Il y a un sujet qui peut être aussi assez complexe à gérer pour les marques, c'est la gestion aussi des retours. Donc ça, est-ce que c'est des choses auxquelles, enfin, normalement, vous êtes une marketplace, donc c'est la relation entre la marque et les acheteurs, mais est-ce que ça, c'est des choses qui vous remontent ou pas? Bah, nous, on voit notre mission de marketplace. Notre première mission, c'est de fluidifier les échanges entre une marque et un magasin. Donc, on essaye de faciliter au maximum et d'avoir une transparence très forte entre la marque et un magasin. Prenons des cas très concrets. Ce matin, là, avant l'interview, j'ai un de nos commerciaux qui m'a remonté qu'il y avait une commande qui était incomplète, qui était arrivée incomplète suite à des ruptures de stock. Et ben, on fait tout pour que ce fait-là se résolve dans la demi-journée, dans la journée, soit par l'envoi de nouveaux produits, soit par la prise en charge euh, par la marque ou par la plateforme de ces différents stades. Ouais, donc ce que tu dis là, effectivement, c'est aussi, bien sûr, la marketplace, c'est un tiers de confiance, c'est la proposition de valeur de Spotit, c'est de fluidifier tous ces échanges, c'est d'apporter vraiment un outil de transformation, de digitalisation du commerce. Mais au-delà de ça, quand le client final n'est pas content, bien sûr, il va se tourner vers son vendeur, mais il va se tourner aussi vers la marketplace. Donc, vous avez un canal un peu de service après-vente ou de remontée des demandes des clients. Comment c'est structuré? Ouais, c'est le cœur du sujet. On est sur des commandes B2B, sur des paniers moyens qui sont importants. Donc, il faut qu'il y ait un service de client qui soit irréprochable. Donc, on a un gros suivi avec notre CRM et on veut avant tout mettre de l'humain dans cette relation-là. Typiquement, une des premières choses qu'on a mis en place sur notre site qu'on peut voir en tant que grand public, c'est un petit widget qui permet au magasin ou à la marque d'être rappelé dans les 30 secondes par la personne qui est en charge de son compte. Donc, c'est pas un bot, c'est pas un bot, il y a un vrai humain derrière. Non, non, avec ça, je vous propose de cliquer dessus, vous verrez. Ah oui, ah oui, ouais, non, mais je l'ai vu. Et on a voulu garder ce lien-là, c'est-à-dire que quand on a trois choix, soit on peut contacter l'expert de la marque, soit contacter l'expert du magasin, soit contacter un des fondateurs, et ça fonctionne, et ça tombe sur un de nos trois portables si vous vous appelez sur un des trois fondateurs. D'accord. Ouais, mais Et ça, c'est qu'on va garder jusqu'à ce qu'on soit trop gros, mais qu'on veut bien. garder le plus longtemps possible. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, justement, effectivement, ça a beaucoup de valeur aussi. Et je pense que ça a de la valeur aussi pour fidéliser
des clients et puis donner effectivement une image que la marketplace voilà, elle apporte vraiment de la valeur. Elle n'est pas simplement là pour prendre une commission et puis se désintéresser de ce qui se passe. Donc, je te propose, c'est vraiment très, ouais, très intéressant, donc, la manière dont vous abordez les vendeurs, hein, donc les marques. Si on s'intéresse un peu plus aux acheteurs, donc là, les acheteurs qui sont ces boutiques, tu as des commerciaux chez toi qui vont essayer de les sourcer, d'entrer en relation avec eux, de les faire venir sur la plateforme, j'imagine. Alors, c'est un sujet qu'on travaille au quotidien, mais en effet, on a la manière dont on aborde les magasins. Il y a trois principaux canaux. Le premier, en effet, c'est les commerciaux qui sont en interne chez nous. Le deuxième, c'est les campagnes marketing qu'on peut lancer avec toute la diversité des campagnes marketing qu'on peut avoir. Donc, on a des choses non payantes comme l'animation d'un blog avec des articles de fond, euh, de l'emailing, des campagnes marketing payantes sur Instagram ou sur Facebook qui sont des réseaux qui sont très suivis par nos magasins, mais aussi par l'intervention de nos marques qui poussent à ce que Spotit soit utilisé par les magasins qui commandent chez eux. D'accord, ouais, donc ça c'est intéressant parce que tu as des prescripteurs. Oui. Euh, si on revient un tout petit peu vers, tu es moins au fait peut-être que ton responsable marketing digital, mais sur les canaux là, d'acquisition, tu disais Facebook marche bien, Instagram aussi, enfin, tu as vraiment un ROI qui est intéressant sur ces canaux. Ouais, alors, l'avantage de ce type d'outil, c'est que le ROI est très facilement visible et identifiable et mesurable. Mais oui, donc c'est un de nos axes, en tout cas, l'utilisation de Facebook et notamment des campagnes marketing payantes sur Facebook et Instagram qui nous fournissent un apport de magasins très régulier et constant. D'accord. Ouais, et puis comme tu dis, ça tu mesures voilà, très facilement après. Donc Ouais. finalement, ça te permet d'avoir des coûts d'acquisition de ces clients qui sont intéressants, quoi. Ouais. Et sachant que sur une place de marché, il y a bien sûr la notion de coût d'acquisition du client. Mmh. La question qui est plus globale, c'est le coût de la récurrence de ce client-là. Combien me coûte le fait que ce client va me commander tous les mois Ouais. des produits? Plus que combien me coûte ce client pour qu'il fasse une commande. Oui, c'est ça. Donc il y a la notion de la durée de vie finalement du client avec la plateforme. Donc, et c'est aussi un autre indicateur. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui lancent voilà, un business de ce type. Là, pareil, sur le côté onboarding, j'imagine que ça peut se faire aussi assez rapidement. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes de type, parce qu'on est en B2B, KYB, etc., qui se posent avec les mêmes contraintes que pour les vendeurs? Alors, tout dépend enfin, en tout cas des services que vous proposez et du type de prestataire que vous proposez sur notamment la partie délai de paiement et paiement. Nous, on a pris un prestataire qui a des vérifications sur le KYB qui est assez faible. Donc, finalement, on demande que le numéro de sirène pour les magasins français et puis le numéro de TVA intracommunautaire pour les magasins hors France pour pouvoir onboarder le magasin. Donc, finalement, le magasin, il est ouais, avec trois informations, son nom, son prénom, son adresse mail et puis son numéro d'identification. On va pouvoir lui donner un accès D'accord. et lui proposer de passer commande immédiatement. Donc, c'est quelque chose Et, qu'on est-ce qu'il y a aussi des acheteurs, que tu parlais tout à l'heure des marques qui sont prescripteurs pour des boutiques, trouver des boutiques, mais est-ce qu'il y a aussi des acheteurs qui vous disent parfois, il y a une marque que je ne trouve pas sur la plateforme, j'aimerais bien la voir? c'est notre première source Ouais, d'identification de marque. ouais, Sur l'apport de nouvelles marques sur notre plateforme, on a très peu de prospection d'aller rechercher des marques en masse. Quand on va chercher une marque, c'est qu'elle a été sourcée soit par un magasin, soit par notre équipe marque au bout d'un an et demi ou 2 ans, là, on a un peu plus de 200 marques en ligne. C'est d'accord. d'ailleurs une des questions de nos fonds d'investissement, de pourquoi vous n'avez pas 1500, 2000, 5000 marques.
bah non, en fait, on a 200 et quelques marques, mais ces 200 marques-là, on fait du volume avec elles et on a une part significative de volume. On représente une part significative de volume pour ces marques-là. Ouais, mais c'est une stratégie, moi, qui me semble intéressante, hein. Voilà, enfin, c'est aussi pour revenir sur ce podcast, les experts marketplace, c'est aussi, on voit beaucoup de marketplace, alors notamment enfin, dans le domaine, pas des produits du retail, mais des freelances qui se concentrent sur des verticales, qui n'ont pas forcément énormément enfin, de freelance onboardés, mais c'est des gens qui sont très experts, qui font beaucoup tourner et ils font beaucoup de volume et il n'y a pas forcément besoin d'aller avoir des catalogues énormes. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce que tu as aussi parfois des boutiques qui peuvent être aussi, qui créent des marques et qui sont aussi vendeurs sur la marketplace? Alors, j'ai quelques cas. Ouais, Pour l'instant, les taux de transfo sont, du coup, on embarque la marque un peu automatiquement dans ces cas-là. Et, d'accord. et les taux de transfo, en tout cas le nombre de ventes qu'on fait pour ces marques-là, sont souvent assez faibles. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que parfois il y a de la porosité entre des Ouais. acheteurs et des vendeurs sur des marketplaces. Et j'imagine que tu as des patrons de boutiques qui sont aussi un peu créateurs et qui essayent de se dire, tiens, ça peut être un canal, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Donc, les... quand on revient donc, sur donc les acheteurs, là, tu en as dit un mot d'introduction, mais c'est intéressant de en parler. Un peu ta typologie d'acheteurs, tu disais, c'est des boutiques de centre-ville, c'est ça? Ouais, la typologie d'acheteurs, si on fait un focus sur la France, on estime qu'il y a 500 000 et quelques magasins. D'accord. Et sur ces 500 000 magasins, si on enlève la grande distrie, les chaînes et la grande industrie, les chaînes, et puis tout ce qui est textile, parce qu'on ne travaille pas le textile pour plusieurs raisons, mais en tout cas pour l'instant, on ne travaille pas. Aujourd'hui, on a une base adressable de 90 000 magasins en France. Euh, D'accord. euh, Ces 90 000 magasins, donc c'est globalement le magasin de centre-ville qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, entre 80 et 120 000 euros d'achat de produits par an. Et donc, on retrouve dans ces magasins-là la librairie de quartier, l'épicerie fine, le magasin de jouets, la pharmacie, le concept store, famille qu'on a tous dans nos centres-villes. Enfin, vraiment, c'est tous les magasins qui sont indépendants et qui sont libres d'acheter par eux-mêmes les produits. Ouais, d'accord. On peut toucher aussi des petites chaînes. On travaille avec quelques magasins de petites chaînes qui ont encore le choix dans leur référencement de produits. D'accord. Ouais, c'est ça. Il faut avoir le choix dans son référencement de produits et pas être tributaire d'une centrale, etc. Et tu parlais tout à l'heure de magasins à l'étranger. Vous commencez à avoir des magasins à l'étranger? Oui, de manière assez significative. On n'a pas fait d'action particulière pour avoir des magasins étrangers, mais aujourd'hui, 20% de sans action particulière, 20% de nos transactions sont à l'étranger. D'accord. Euh, on l'a fait principalement parce que sur cette première année et demie, on s'est concentré sur notre marché domestique. Mais dès l'année prochaine, on va mettre en place des actions significatives pour développer les ventes à l'étranger. Alors du coup, ça pose d'autres questions aussi, l'étranger, et notamment, c'est le dernier point qu'on va aborder, c'est sur les transactions. Alors tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez, vous, lancé un service qui fait partie de votre proposition de valeur, qui est de permettre finalement aux vendeurs d'être payés tout de suite et à la boutique de ne payer que à 60 jours, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Donc là, ça a été un service que vous avez mis en place avec Finexcap, là, qui est une solution d'affacturage, en combinaison avec votre prestataire de service de paiement. Donc ça, tu peux nous dire un petit mot sur ce service et surtout, je dirais, la valeur ajoutée aussi qu'il apporte à vos clients. Ouais, le choix de ce prestataire est stratégique pour nos types de structures et notamment quand on propose du financement parce que proposer du financement, c'est bien. Pouvoir proposer du financement à quasiment 100% ces acheteurs, bah, c'est mieux en termes de proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de trouver un prestataire qui n'allait financer que 5 magasins sur 10, par exemple. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on a un
Finexcap nous finance la très très grande majorité de l'ensemble des prestataires, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que quand je lui présente un magasin du centre-ville de Bordeaux, et ben, j'aurai une réponse directe et automatique. Mais quand je lui propose, ça a été le cas la semaine dernière, d'un magasin en Lituanie, à partir du moment où j'ai le bon numéro d'identification du magasin pour qu'il soit bien identifié chez eux, il me dit tout de suite s'il est finançable ou pas, ce qui est hyper pratique. Voilà, et c'est une des propositions de valeur fortes qu'on a aujourd'hui sur notre place de marché qu'on veut garder. Donc, du coup, tu vas permettre à tes vendeurs, finalement, d'être eux payés tout de suite et tu vas permettre aux acheteurs de payer plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils pourront, s'ils n'ont pas vendu tout le matériel, tu pourras finalement les aider à diminuer les coûts de gestion de leur stock. C'est ça? Exactement. Et c'est une proposition de valeur forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, proposer à un magasin de commander le 20 octobre et de payer que fin décembre, Oui. bah, ça lui laisse le temps de réceptionner les produits, de les vendre, de se faire de la trésor et de payer à terme. D'accord. Mais par contre, je ne suis pas spécialiste, mais il a une période pendant laquelle il peut encore retourner les produits. Alors, Mais, voilà, mais il aura après une période et il sera quand même obligé de les garder, quoi, et de les payer. Et alors, comment tu gères cette période, je crois que c'est 14 jours, c'est ça? Où il y a... sur cette période-là, alors aujourd'hui, on n'a pas eu de cas de retour de produits, et ça, c'est vraiment un sujet entre la marque et le magasin, Ouais, qu'on accompagne par la transparence. Mais en l'occurrence, nous, dans notre offre de service, on rentre un peu dans le technique, mais on ne génère la facture pour le compte de la marque qu'uniquement quand on a eu la confirmation que le magasin a bien reçu la commande et la ouais, totalité de sa commande. d'accord. Donc il est devenu propriétaire des produits, il doit les payer à la personne à qui il les a achetés. D'accord. Exactement. D'accord. Du Oui, coup, non, on a, mais en on a fait, très bien comme ça. c'est des cas qui sont, heureusement, qui n'arrivent pas, mais quand ils arrivent, ils peuvent être compliqués à gérer. Donc, ça, c'est enfin, à la fois la beauté puis la complexité des marketplaces, parce que tu as toujours des cas qu'on appelle non nominaux, qui sont des cas un peu exceptionnels à gérer. Et le jour où, et quand tu ne les as pas prévus, le jour où ça arrive, ça peut mobiliser les équipes pendant, pendant très longtemps. Voilà. Donc, il faut essayer de les anticiper. Mais... C'est le sujet. En fait, tu touches un point qui est quand on a lancé la structure avec Augustin et Grégory. Avant notre première levée de fonds, on voulait identifier 95% des problèmes qu'on aurait. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir un volume significatif et suffisant de commandes pour identifier tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on découvre au quotidien des nouveaux problèmes et des nouvelles solutions à mettre en place. Mais les gros sujets comme ceux-ci, aujourd'hui, sont traités et sont identifiés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable voilà, de scaler au quotidien et de doubler le volume tous les mois avec la même équipe, par exemple. Ouais, bah, écoute, non, mais c'est enfin, très bonne approche. Donc super, hein, voilà, super pour la transaction, c'est clair. Et vous avez eu, effectivement, vous montrez que c'est aussi enfin, le sujet du paiement, du financement, quelque chose de clé. J'imagine aussi, alors sur les paiements, parce que donc, si tu as des paiements qui sont aussi à l'étranger, donc ils peuvent être en euros, mais il y a aussi des modalités de paiement qui changent d'un pays à l'autre. Donc toi, là, vous utilisez toujours le même prestataire de service de paiement? Ouais, alors aujourd'hui, on a utilisé un peu finalement par simplicité Stripe, enfin Ouais. Stripe Connect. Enfin, Stripe Connect, quoi, qui est la version effectivement pour Marketplace. Ouais. Exactement, parce que voilà, c'est l'acteur leader sur Ouais. le marché qui a identifié, qui fonctionne dans la plupart des cas, sur la plupart des pays. Voilà, ce sera sûrement un acteur qu'on mettra en concurrence, mais dans un deuxième temps. D'accord. Et dernière question avant la conclusion, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le nerf de la guerre. Et surtout, c'est cohérent avec ce que tu disais sur la transformation digitale. On donne finalement à nos clients un petit système d'information qui va leur permettre de faire leurs commandes. Et les factures, vous faites pas de facturation pour compte de tiers, c'est le vendeur qui facture avec son propre système de facturation. Alors en l'occurrence les deux, mais on fait surtout de la facturation pour compte de tiers aujourd'hui. Bon, vous faites de la facturation avec un outil que vous avez développé pour en interne.
Exactement. D'accord, ok, très bien. Parce que c'est un sujet qui est aussi parfois complexe. Enfin, beaucoup de marketplaces sont en recherche de solutions en facturation pour compte notaire. J'ai longtemps cherché un outil qui nous permettrait de faire ça. Alors, il y a des outils qui existent, hein, on pourra en parler après, si tu veux, moi j'en connais, mais le truc, c'est que c'est souvent des outils qui peuvent fonctionner avec des API, mais qui sont quand même chers, donc qui nécessitent d'avoir quand même, pour être amorti, beaucoup de volume, mais il y a des outils qui existent. Hein. Voilà. Parce que je les avais en tout cas en tout cas des outils peu onéreux mis en place facilement. J'avais pas trouvé Non, à l'époque et donc du coup on ouais, était non, en non, développement maison. ouais, exactement. Alors, Adrien, merci, on arrive à la fin, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, alors, je vais pas te dire comment vois-tu Spotted à 10 ans, tu sais, les questions classiques, mais c'est quoi, enfin, à court terme, là, dans l'année prochaine ou les 2 ans, c'est quoi vos enjeux, en fait? Bah, nous, on est encore au début de l'aventure. On ne connaissait pas ce métier-là. Donc, les deux premières années de notre vie de marketplace, ça nous a permis finalement de maîtriser la complexité de ce métier. Euh, à la fois on en a parlé, de l'onboarding des marques, l'onboarding des magasins, la génération de commandes, le suivi des transactions. On rajoute une complexité à une complexité, c'est le financement de ces transactions. Euh, et, et avoir un lien de confiance, donc à la fois maîtriser cette complexité, puis avoir un lien de confiance générer un lien de confiance entre nos marques, nos premières marques et nos premiers magasins. Voilà, ça c'était l'objectif des 2 premières années et je pense on est arrivé au bout au bout de cette première étape. La deuxième étape, en tout cas dans un futur à court ou moyen terme, nous, on veut continuer à renforcer les liens entre les marques et les magasins, essayer d'éliminer tous les éléments de friction. Tout à l'heure, on a parlé des éléments de friction de recouvrement, de paiement, mais ça peut être aussi des éléments de friction sur la gestion ou la mise en avant des stocks réels des marques, par exemple, quand un magasin se connecte. Mhm. Et puis, finalement, aider les magasins et le commerce de détail, le vrai commerce de détail, le commerce qui est dans le centre-ville, à continuer à se développer et à permettre à la fois aux magasins de se concentrer sur leur expertise, c'est-à-dire la sélection et le relationnel client, Mhm. et aux marques la production de leurs produits et la mise en avant de leurs produits. Voilà. L'idée, c'est d'être mais comme n'importe quelle place de marché, être un expert et un tiers de confiance tout en gardant des liens un peu humains. Voilà, c'est un très beau projet. Et puis, c'est également être un partenaire de commerçants de centre-ville. Et c'est effectivement des gens dont on a besoin pour permettre à des centres-villes de rester dynamiques, attractifs. Donc, on peut aussi espérer qu'avec la crise Covid, on assiste à une redensification des centres-villes. En tout cas, c'est des tendances qu'on commence à observer là, parce que j'ai lu plusieurs analyses sur notamment des villes qui étaient jusque-là plutôt en perte d'habitants et de commerce qui commencent à se redensifier. Donc c'est intéressant, les villes de la périphérie. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Adrien. Donc, on te remercie pour le temps que tu nous as consacré, pour toutes ces informations très intéressantes et ton expérience que tu as partagée. Donc, on va retrouver cet épisode sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, les SoundClouds, et également donc, sur le site marjorie.co. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Et merci encore à Spotted et à Adrien de nous avoir Merci consacré. Alexandre. Au revoir. Au Merci. revoir.